Bonjour à tous et merci à vous de nous rejoindre sur Monaco Info. Quels sont les titres de votre nouveau JT? Les voici en images dans ce sommaire. Visite officielle de Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II dans le département du Haut-Rhin. L'atelier des petits philosophes a été organisé par les rencontres philosophiques de Monaco à la Villa Paloma. Concours de langue monégasque, les épreuves orales se sont déroulées en mairie. Retour sur le premier rendez-vous du cluster Monaco au Yacht Club. La nouvelle roseraie de la Villa Saubert n'aura plus de secret pour vous. Il sera aussi question de sport pour finir avec la présentation des Monte Carlo Fighting Masters organisée le 24 juin prochain. Nous vous en parlions dans notre précédente édition. Son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II, a effectué un déplacement dans le nord-est de la France, sur les terres de ses ancêtres. Après le territoire de Belfort, coup de projecteur aujourd'hui sur le second volet de ce déplacement dans le département du Haut-Rhin avec Christine Datomel et David Bernardi. Le souverain a débuté sa journée de mardi dans une atmosphère alsacienne. Le prince a été accueilli le matin à Colmar par le préfet et le maire de la ville pour visiter le musée Interlinden. Parmi les plus visités de France, ce musée des Beaux-Arts abrite les collections de sculptures et de peintures représentatives de l'art des XVe et XVIe siècles, une période durant laquelle le Rhin supérieur a connu un véritable âge d'or. Le souverain s'est ensuite rendu à l'hôtel du département où la population l'attendait avec impatience. Parmi la foule amassée, une dame était très émue de rencontrer le prince. J'ai préparé les 3 enfants à la première communion et ensuite j'ai eu Caroline et Stéphanie pendant 2 ans en classe. Ça fait combien de temps que vous êtes partie de la principauté? En 87. J'étais heureux, j'ai servi, j'étais en classe. Bon, les enfants étaient comme tous les enfants, il n'y avait pas de problème. Et surtout, j'ai eu de très bons contacts avec la princesse Grace. Elle était formidable, vraiment une maman. Et là, de revoir le prince souverain? Ça me fait plaisir, oui. Ça me fait vraiment plaisir, oui. Ça vous touche? Ah oui, profondément, c'est vrai. C'est vrai. Quand je vois une émission de Monaco, j'aime bien regarder. Lors de cette visite à l'hôtel du département, une plaque commémorant la venue du souverain fut dévoilée et un déjeuner fut donné en son honneur. Direction ensuite la commune de Isenheim, où là encore le prince Albert était très attendu par les enfants et par les villageois, le souverain étant ici chez lui. Alors la famille Grimaldi et ses ancêtres avant sont seigneurs, comtes de plusieurs communes en Alsace, puisque toutes ces propriétés des Habsbourg ont été amenées par Madame Mancini, nièce du cardinal, au moment de son mariage avec un des aïeux du prince. J'ai compté, ça fait 12 générations. Donc en 1661 exactement. Et alors pour vous, le prince Albert est ici un peu chez lui, sur ces terres? Ah, pas un peu, il est chez lui, puisque même si la Révolution est passée par là, nous gardons une fierté d'appartenir à la principauté. D'abord une grande fierté, parce que je crois que c'est la première fois depuis plus de 100 ans qu'un prince de Monaco vient à Isenheim, mais vraiment une grande fierté. Et puis de la joie, parce que pour les habitants qui se sont déplacés malgré la pluie, je crois que c'est un beau moment pour notre commune et pour ses habitants. Et franchement, pour nous, une très belle journée, malgré la grisaille. Après avoir dévoilé en souvenir de son passage une stèle sur le site de la pépinière d'entreprise de l'ancienne filature d'Isenheim, le prince Albert est parti à la rencontre des élus et de la population, des moments d'échange et d'amitié toujours très appréciés par le souverain. Je crois que c'est important de maintenir ces liens historiques qui sont bien sûr des liens d'amitié avant tout, et non seulement de célébrer ces liens et cette histoire commune, mais aussi d'envisager le présent et l'avenir
avec ces lieux. Et il y a, je pense aussi, de belles opportunités de collaboration. Et c'est pour moi non seulement très émouvant aussi de venir à la rencontre des populations de ces villes ou de ces régions qui ont un lien ancien avec la principauté, et puis de pouvoir dialoguer avec eux et de pouvoir avoir des projets communs. Par exemple, à Colmar, vous avez vu une dame que vous connaissez bien quand vous étiez petit, qui s'était occupée de vous. Ça vous a touché ? Écoutez, c'est toujours émouvant et je trouve assez symbolique aussi qu'il y ait aussi des liens presque familiaux avec cette dame qui était une religieuse auparavant et qui s'était, avec les prêtres de l'époque, qui s'était occupée de la préparation de ma première communion. Donc c'est vrai que je l'avais revu depuis cette époque-là, mais pas depuis très longtemps. Et c'était vraiment une surprise de la voir sur place. Mais je dois dire que l'accueil, tant à Belfort, à Giromagny, qu'à Colmar-Hier, qu'ici à Isenheim, et je suis sûr à Thann aussi, ont été vraiment empreints de grande chaleur et de grande amitié. À Thann, l'accueil fut là aussi des plus chaleureux. Une haie d'honneur attendait le souverain devant l'hôtel de ville. Les enfants, affublés de petits drapeaux rouges et blancs, acclamaient le chef d'État monégasque sur son passage. Une visite officielle en Alsace qui s'achevait dans un lieu symbolique et chargé d'émotions, au cœur de la collégiale Saint-Thiébaut de Thann. Retour en principauté où, sachez-le, la philosophie est à l'honneur jusqu'à jeudi soir grâce au colloque international organisé par les rencontres philosophiques de Monaco. De nombreux rendez-vous ponctuent ce colloque et nous reviendrons bien sûr sur ces événements dans toutes nos éditions. Débutons d'ailleurs aujourd'hui puisqu'il n'y a pas d'âge pour être initié à la philosophie. Des jeunes élèves ont été initiés à cette discipline au cœur de la Villa Paloma en présence de mademoiselle Charlotte Casiraghi et de la philosophe Edwige Chirouté. Alexandra Pani et Sylvain Péroumal ont suivi ce rendez-vous pour vous. Le fait d'avoir des lois, qu'est-ce que ça permet ? Joseph. D'avoir une vie meilleure. La loi, le bien, le mal, dès le plus jeune âge, ces philosophes en herbe font face dans leur quotidien à des questionnements métaphysiques. Edwige Chirouter travaille régulièrement avec de jeunes enfants. Lors de ces séances, elle aborde de manière ludique la philosophie, une discipline qui permet aux plus jeunes de développer un esprit critique, mais aussi l'écoute et le partage d'opinions. Je fonctionne toujours avec la lecture d'une histoire. Là, je leur ai ramené l'adaptation d'un mythe platonicien, c'est dans la République de Platon, et c'est l'histoire d'un berger qui découvre une bague qui a le pouvoir de le rendre invisible. Donc je vais commencer cette histoire-là et je vais leur demander, et vous, si vous aviez l'anneau de Gigès, qu'est-ce que vous feriez de votre journée? Donc ils vont donner évidemment des exemples de transgression de la loi, ce qui nous permettra ensuite de nous interroger sur la fonction des lois pour vivre ensemble, sur le bien, sur le mal, sur la conscience morale. Donc c'est toujours à partir d'un récit que je travaille, mais qui permet aux enfants de s'interroger sur leur expérience au quotidien, et ici en l'occurrence les interdits et les lois. Ils étaient une vingtaine de l'école des Rêvoirs à participer à cet atelier. Chacun en est sorti avec sa propre vision de la philosophie. La philosophie, pour moi, c'est réfléchir à la vie bonne et partager dans tout le monde ce qu'on fait. La philosophe Edwige nous a lu une histoire et on a parlé de cette histoire, on a donné des exemples, on a parlé de la loi, on a parlé si on avait l'anneau du berger, si on devenait invisible, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On a donné des exemples. On a parlé de notre corps, des corps des autres, de l'amitié, des peurs, des tristesses,
des petites colères. Quelqu'un m'a posé une question, c'est quoi la philosophie? Et j'ai répondu, ça parle des sentiments, de l'amour et beaucoup de choses. Et après, elle m'a dit, regarde tes mains. Et j'ai dit, ça sert les mains parce que ça sert à manger, à boire, à prendre un verre, à donner la main et voilà. Leur appétit pour cette discipline peut paraître surprenant, mais la philosophie est une excellente médiation pour apprendre aux enfants à prendre eux-mêmes la parole et façonner leurs pensées. On peut commencer dès l'école maternelle. Moi, je pense qu'il faut qu'on saisisse le questionnement des enfants. Je pense que tous les parents, grands-parents ou enseignants qui ont des très jeunes enfants autour d'eux, vers 3 ans, 4 ans, ils voient qu'ils se posent des questions qui sont des grandes questions métaphysiques, sur la vie, sur la mort, sur l'amour, sur le bien, sur le mal, sur la loi. Donc je pense qu'il faut absolument qu'on saisisse ce qu'on appelle en philosophie cette expérience originelle de l'étonnement devant le monde. C'est ce que dit Aristote. La philosophie commence d'abord avec le questionnement. Le pourquoi, le comment. Après les plus jeunes, c'était au tour des enseignants de dialoguer avec la philosophe. Ils ont pu découvrir comment la philosophie pouvait s'intégrer dans leur classe dès le plus jeune âge. Une discipline qui pourrait justement apparaître très prochainement dans les emplois du temps scolaire de ces jeunes élèves d'école primaire. Restons dans cette thématique puisque la veille, ces mêmes rencontres philosophiques ont organisé, vous le voyez, la remise du prix lycéen pour les élèves de classe de terminale. Vous le découvrez, l'événement s'est déroulé au lycée Albert Ier en présence de la présidente de ces rencontres, mademoiselle Charlotte Casiraghi, et des autres membres du comité fondateur. Plusieurs candidats étaient en lice et la présidente a levé le voile sur le lauréat. Il s'agit de la jeune Chiara que vous voyez. Elle reçoit donc le prix lycéen après avoir participé au concours de philosophie organisé par les rencontres philosophiques. Sachez qu'au cours de cet événement, en présence notamment du ministre d'État, d'Isabelle Bonnel et de Jean-Charles Curault, mademoiselle Charlotte Casiraghi a tenu à préciser combien il était important à ses yeux que les lycéens soient associés aux rencontres philosophiques. Différents reportages seront consacrés au colloque dans notre prochaine édition. Restons sur le Rocher pour parler d'un autre concours. Il s'agit du concours de langue monégasque 2016. Après les épreuves écrites qui ont débuté mardi au sein de chaque établissement de la Principauté, des épreuves orales ont eu lieu. Seulement 8 à 10% des élèves sont sélectionnés pour participer à ces épreuves en mairie. Voyez le reportage de Vanessa Dessy. Si le monégasque est un dialecte régional ligure, il n'en demeure pas moins une langue comme les autres. Sous l'impulsion du prince Régnier III, le concours de langue monégasque existe en principauté depuis plus de 30 ans. Ce dernier a été instauré afin de récompenser le travail des élèves tout au long de l'année. Cette semaine, les écoliers ont passé les épreuves orales. Les candidats se sont donc succédés devant un jury pour une lecture et une traduction de texte. Généralement, évidemment, les épreuves sont différentes selon les niveaux. En général, il y a donc lecture d'un texte inconnu, traduction de ce texte et des questions qui portent sur ce texte et qui portent également sur le programme qui a été vu en classe pendant l'année. Ils sont très motivés, ils se préparent, ça demande quand même beaucoup d'investissement. C'est assez stressant puisque, comme vous avez pu le remarquer, il y a beaucoup de personnes dans le jury. Donc c'est également un bel entraînement pour les examens qu'ils seront amenés à passer dans le futur. Une dizaine de professeurs de monégasque dispensent chaque jour des cours dans les différents établissements de la Principauté. De la 9e à la terminale, l'apprentissage de la langue monégasque est un vrai succès en milieu scolaire. Je trouve ça une bonne langue et après aussi, mes voisins ils sont très intéressés avec cette langue, du coup ça peut être... Du coup c'est bien. Je trouve ça bien de connaître la langue d'où je viens. Una bolla di ciculata e delle brustorie. Subito dopo, Marco parte per fare ski con des amiche e Luisa. Ella sta con mamma per preparare il pain de Natale. C'est important parce que c'est une langue que pas grand monde le parle de nos jours. Et même si c'est une langue morte, il faut la faire revivre. Les plus méritants seront récompensés au cours de la traditionnelle remise des prix du concours de langue monégasque qui se déroulera le jeudi 23 juin dans la cour d'honneur de la mairie.
Refermons ce volet consacré à la jeunesse. Direction à présent le Yacht Club de Monaco où de nombreux professionnels du yachting se sont réunis afin de participer au premier rendez-vous du Cluster Monaco. Le cluster qui a pour mission de valoriser les acteurs du secteur. Dominique Poulain et David Bernardi étaient sur place. Le secteur du yachting rassemble à Monaco près de 300 sociétés et génère près de 1500 emplois pour un chiffre d'affaires d'environ 700 millions d'euros. La principauté se positionne à la 3e place mondiale, derrière les États-Unis et la France. En dépit de cette place sur le podium, les observateurs estiment que l'industrie du yachting à Monaco est en retrait en termes de notoriété et mériterait une plus grande visibilité tant auprès de la population locale que sur le plan international. C'est pour cette raison qu'a été créé le Cluster Yachting Monaco, une idée lancée en 2014, une véritable plateforme de rassemblement qui fait suite à la commission Plaisance du Conseil stratégique pour l'attractivité, mise en place par le gouvernement princier. Aujourd'hui, ce cluster regroupe les professionnels du secteur, c'est-à-dire les entreprises, mais aussi les structures interdépendantes. L'objectif est de valoriser les industries du yachting. Le premier des objets, c'est d'améliorer le service que l'on peut donner à la plaisance et au yachting, de favoriser la communication de la place de Monaco, c'est aussi. Et puis on a dès le début posé des conditions d'éthique en matière de professionnalisme et de qualité de service que l'on peut donner à Monaco comme nulle part ailleurs. C'est au Yacht Club de Monaco que s'est tenu le premier rendez-vous du cluster, en présence entre autres du ministre d'État Serge Tell. Après une présentation du Cluster Yachting Monaco, différents thèmes ont été abordés par les professionnels monégasques. Parmi ces thèmes, la vision du luxe dans le monde ou encore la découverte de projets innovants. Il y a eu d'abord des choses pratiques comme un ponton pour les bateaux qui arrivent et pour recueillir les tenders avec un accueil personnalisé. Et il y a eu ensuite un énorme travail de fédérer les acteurs qui travaillent sur différentes commissions et puis aussi d'avoir des chiffres, de donner un reflet économique à cette industrie dont on a tellement l'habitude de voir. Et on a sous les yeux plusieurs centaines, voire des milliards d'euros. Ça doit bien générer un chiffre d'affaires et on parle aussi de chiffres et on s'est appliqué et je rends vraiment hommage à toutes les personnes qui ont travaillé d'arrache-pied pour recenser les industries et pour obtenir des chiffres grâce au concours du gouvernement et de l'INSEE notamment. Et effectivement, la création par le Yacht Club de Monaco de la Belle Classe Academy fait partie des actions concrètes mises en place depuis un an. Il s'agit d'un véritable centre de formation et de remise à niveau pour les détenteurs de permis côtiers. Les capitaines doivent revalider tous les 5 ans des titres qu'ils ont obtenus par ailleurs. Et plutôt que de partir à l'extérieur, l'académie est destinée aux capitaines, donc au monde professionnel maritime monégasque. Donc le simulateur que nous avons acquis ici permet de repasser l'EC10, Electronic Charts Management, avec des simulations d'entrée et de sortie dans le port de Monaco ou dans tous les ports du monde. Avec le lancement du Cluster Yachting Monaco et à travers ses différentes initiatives, la principauté renforce ainsi son statut de capitale du yachting. La Villa Saubert vous accueille désormais dans un nouvel écrin parfumé et coloré. Et pour cause, une roseraie vient d'être créée dans les jardins du musée. Un nouvel écrin qui a reçu la visite de son Altesse Royale, la princesse Caroline de Hanovre, comme vous l'explique Christine Datomel. Elle est l'une des dernières villas Belle Époque de Monaco. Établie au début des années 1900, son architecture et ses jardins font depuis le bonheur des visiteurs. À noter que les jardins de la Villa Saubert ont abrité par le passé la première roseraie de la principauté. Là, nous sommes sur le site de la roseraie Francis Meillan. C'est une roseraie qui a été créée en 1976 en hommage à Francis Meillan, donc un personnage qui a beaucoup œuvré à la fois pour les roses au niveau national français et aussi à l'international. Et c'était un monsieur qui entretenait des rapports très privilégiés avec la famille princière, notamment la princesse Grace. Depuis 1976, elle a un peu périclité, c'est exact. Et puis là, pour fêter les 40 ans, il nous avait semblé intéressant de rendre hommage à la famille Meillan, qui continue toujours à œuvrer pour les roses, avec qui on travaille très fréquemment sur la roseraie Princesse Grace.
et puis de montrer au public que le rosier évoluait comme le reste du jardin et qu'on avait maintenant des variétés qui pouvaient s'adapter à des conditions un petit peu particulières et qui pouvaient présenter des intérêts un peu différents des roses qu'on pouvait trouver en 1976. Lieu culturel et d'échange, la Villa Saubert est l'une des composantes du nouveau Musée national de Monaco. Il était donc tout naturel qu'un artiste se joigne au projet de cette nouvelle roseraie. L'artiste chypriote Christodoulos Panayiotou a donc réalisé les pots dans lesquels des rosiers drift ont été plantés. Il y a tout un rapport avec le fait qu'il les a fait par rapport à la proportion des vases existants. Ce n'est pas exactement la même chose. C'est des vases qui existent qu'à Chypre. C'est cette forme, cette espèce de dentelle faite à la main, c'est fait à Chypre. Et tous les vases, ils ont été faits à Chypre. Mais pourquoi ça nous intéressait le fait d'avoir des vases chypriotes ici? Parce que Chypre, en effet, c'est une île où il se croisent les deux plaques, la plaque asiatique et la plaque européenne. Donc cette terre que tu trouves là-bas, c'est vraiment une terre qui est issue d'un mélange culturel très important. La roseraie de la Villa Saubert reste confidentielle puisqu'elle abrite une vingtaine de variétés, des roses emblématiques de la production Meillan, comme la rose princesse de Monaco. Dans le reste de l'actualité, une information à noter dans vos agendas. Le samedi 18 juin, un cabaret médical sera proposé à la Salle des Étoiles. Un cabaret à l'initiative du professeur Saoudi, organisé par les équipes du centre hospitalier Princesse Grace. Sur scène, des médecins, oui, des infirmières et des aides-soignants. L'objectif, récolter des fonds qui seront remis à la Croix-Rouge monégasque au profit des réfugiés. N'hésitez donc pas à vous inscrire à l'adresse qui s'affiche actuellement au bas de votre écran. Du sport pour terminer avec la 3e édition des Monte Carlo Fighting Masters. Ce rendez-vous aura lieu au Stade Louis II le 24 juin. Nous avons pu rencontrer à cette occasion Claude Pouget. Je vous propose de l'écouter. Sous le haut patronage de Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II, nous organisons la 3e édition des Monte Carlo Fighting Masters, qui constitue un événement exceptionnel, plus exactement une première mondiale. Il s'agira d'un événement de kickboxing qui présentera 9 combats pour 9 championnats du monde. C'est du jamais vu. La participation de 17 champions du monde, 9 nationalités et 7 Français notamment. L'Allemagne représentée avec la légende Enrico Kerl, la Biélorussie avec Chingiz Alazov, Johan Lidon et 6 autres Français, Anissa Meksen. Nous avons 2 Russes, Alexei Trifonov et Datsi Datsiev. Nous avons Youssef Bouganem, un combattant exceptionnel. Nous avons 2 champions italiens, Armen Petrosian, Gabriel Casella, le Serbe Jalovi, la Suède Perez Gunnarsson et Fedosev qui est du Kyrgyzstan, avec le Bulgare aussi Petrov. Une soirée extraordinaire. Nous sommes très heureux et très honorés d'avoir le partenariat de Peace and Sport, l'organisation pour la paix par le sport, et Amitié sans frontières internationales, 2 organismes caritatifs très importants, auxquels seront destinés 10% des recettes de la billetterie pour leurs actions caritatives. Un événement qui sera donc précédé par les fameuses pesées sur les terrasses du Café de Paris le 24 juin dès 19 h. Passons à présent à vos prévisions météo. Découvrez la météo avec Eclectic. Galerie, Interior Design, Art and Gifts. Jeudi, des nuages et de belles apparitions du soleil dans l'après-midi, un temps assez calme, des températures comprises entre 19 et 23 degrés. Vendredi, un soleil assez chaud, quelques nuages, pas de pluie. Samedi, un soleil plus hésitant, il sera caché partiellement par les nuages, comptez jusqu'à 23 degrés pour les maximales. Dimanche, belle journée, sans disparition bien sûr de tous les nuages, mais le temps devrait être chaud. Vous avez découvert la météo avec Eclectic. Galerie, Interior Design, Art and Gifts. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Je vous laisse à présent avec la suite de votre programme sur Monaco Info. Et vous le savez bien sûr que l'actualité monégasque, c'est aussi sur le www.monacochanel.mc. À très bientôt.